Bonjour à tous, la semaine dernière j'ai eu un grand plaisir à vous montrer 1 an de fabrication d'atelier. Cet atelier, j'en rêve depuis des années, c'est clairement l'atelier de mes rêves. J'étais en train de faire un calcul à l'instant, j'ai fait mes premières armes sur une petite machine à bois Kitty. La largeur de dégot était en 19, c'était exactement il y a 33 ans, c'était la machine à bois de mon père. Il y a une vingtaine d'années, je me suis acheté ma première machine à bois Roblan. Elle était dans le garage d'un copain, il n'y avait rien d'organisé. Je pense que je n'aurais jamais imaginé 20 ans plus tard, ou encore moins 33 ans plus tard, me retrouver dans un endroit qui me fait rêver, qui est celui que j'avais envie de construire. Et aujourd'hui, je vous propose d'en organiser la visite. Alors, je vais organiser cette visite un peu sur 2 fronts. De temps en temps, je vais prendre mon téléphone et puis je vais vous montrer comment on filme dans l'atelier, si Arnaud me le permet. Et en même temps, je vais vous montrer que cet atelier, même si il est organisé comme un studio de prise de vue, c'est un atelier qui pourrait très facilement devenir un atelier de production si demain j'ai envie de me mettre artisan à mon compte pour faire des productions. Alors, il est organisé et ceux qui suivent mes formations, vous avez déjà entendu parler d'une organisation étoilée. C'est-à-dire, j'explique ma philosophie de l'atelier comme quelque chose qui est un établi avec de l'espace vide que vous voyez derrière moi, qui est le cœur de l'atelier. Et puis on va rayonner vers différentes zones. Ici on est dans une zone machine, là j'ai ma mortaiseuse. Pourquoi la mortaiseuse elle est plus loin? Tout simplement parce que je fais pas des mortaises tous les jours et donc j'éloigne les choses. Pourquoi la scie à ruban elle est tout près? Parce que la scie à ruban, je vais la redémarrer pour une petite découpe, pour une petite forme courbe, pour un tenon. Elle va démarrer 10 fois par jour. Elle est proche du cœur de l'atelier au même titre que la scie radiale est proche de l'atelier. Et puis on a des zones de stockage que je ne vais pas forcément vous montrer. La mezzanine là-haut, elle n'est pas forcément photogénique. Mais par contre, je vais vous emmener dans une zone qui est la zone de stockage au sous-sol maintenant, parce que même si on a beaucoup de lumière, que le ciel est magnifique aujourd'hui, on reste au mois de février et il fait frais ce matin, il est grand temps d'allumer le chauffage. Le poêle qui est installé là, il est capable de brûler du copeau, il est capable de brûler un peu de tout. Je lui ai par exemple donné les déchets de tronçonneuse, donc la sciure de tronçonneuse avec les écorces lorsque je prépare le bois. Vous venez de me voir allumer le feu, le poêle qui est mis derrière, donc j'ai fait un local. Vous pouvez voir à quel point je suis très fort pour faire les murs en placo, donc je refuse les chantiers à tel point je suis bon. Le poêle qui est là, donc il est dans un local que j'ai voulu fermer, déconnecter de toute la structure bois, puisqu'il ne touche pas le plafond. Il est donc en placo feu avec de l'isolation en laine de roche. Et vous verrez tout à l'heure qu'on a un ventilateur qui va me permettre de pomper l'air chaud de ce local et de l'emmener là-haut. C'est un poêle qui brûle aussi bien les copeaux que des déchets de tronçonneuse. Le jour où je fais mon bois, il y a des tas d'écorces, il y a des tas de copeaux de tronçonneuse. Je laisse sécher quelques jours et je charge le feu avec ça, ça les brûle super bien. C'est un poêle turbo. En même temps, voilà, j'avais des vieilles palettes, je les coupe, ça va les digérer sans problème. Et ici, je vous en parle dans un instant, mais c'est simplement la réutilisation de mes 2 palettes qui ont porté mes machines à bois, qui m'a permis de faire un silo connecté en haut. Les chutes tombent, elles arrivent ici, et moi j'ai plus qu'à les prendre et à les bazarder dans le feu. Vous allez voir que c'est globalement une constante. J'essaye pour chaque petit élément de me dire que comment est-ce que ça peut être le plus simple, on va dire le plus ergonomique possible.
peut-être que je suis simplement un gros paresseux et j'ai envie que ça soit facile. Alors, demi-tour pour vous, moi je passe là et j'ai des choses à vous montrer. Ici, c'est la machine à bois, la Roblan X310 que vous m'avez vu utiliser il y a à peu près un an sur mes premières vidéos ici. Je vous réserve quelques surprises, je n'ai pas encore revendu cette machine parce que je veux vous montrer qu'avec 2-3 améliorations, au même titre que ce gabarit là, je vous mets un petit lien dans la vidéo, permet de déligner très facilement lorsque l'on n'a pas de chariot. Il y a 2-3 autres petites choses que j'ai envie de vous montrer sur cette machine. Elle va remonter provisoirement dans l'atelier avant que je ne la mette en vente. Je me tourne et on va parler du groupe d'aspiration. Ça, c'est la réelle métamorphose par rapport à mon ancien atelier. J'avais un moteur d'aspirateur, tout ce qu'il y a de plus simple, et un réseau qui était en diamètre 100, un réseau qui était à peu près aussi long que celui-ci. Donc vous imaginez bien que ici je pars sur un réseau qui est en diamètre 160. J'ai 2 artères, vous pouvez les voir ici, une qui part en sous-sol à la dégo et qui remonte entre-temps à la scie, et puis l'autre qui part du côté de la scie à ruban. J'ai vraiment une aspiration qui est bien dimensionnée et on est sur un groupe d'aspiration, c'est-à-dire ce qui fait énormément de différence, c'est que les copeaux ne passent plus dans la turbine. Quand je balaye l'atelier et que j'aspire, il n'y a pas des bling bling bloom de partout lorsque mes copeaux passent. Le flux de copeaux ou éventuellement un morceau de bois passe dans les tuyaux, ils arrivent ici et ils retombent. Tandis qu'ici, à ce niveau-là, on a une strate de filtre. Et hop là, si je ne le sors pas droit, ça ne marche pas. Ici, je me retrouve avec mes sacs d'aspirateur. Là, ils sont vides, mais je n'ai qu'à les sortir, à les poser là, à mettre d'autres sacs. Ça fait une très très grosse différence. Je vous parlais à l'instant d'ergonomie. Ce type de groupe d'aspiration a réellement changé ma manière de gérer l'aspiration. On a des filtres ici. Ces filtres, ils sont décolmatés automatiquement via un réseau d'air comprimé. On peut le voir à ce niveau-là. Et je dois pouvoir vous le lancer en manuel. C'est ce petit bruit que vous devez entendre une fois de temps en temps. Simplement, je crois que c'est des vérins pneumatiques qui viennent vibrer. Je n'ai pas besoin d'un gros compresseur. Mais par contre, il est très très bruyant. Donc je vais m'arrêter rapidement, trop tard. L'aspiration, vous aurez compris, je suis convaincu. Je vous ai dit que je vous emmenais au sous-sol également parce que ça fait partie des zones de stockage. Alors en termes de stockage, j'ai des rayonnages ici. Bon, je ne vais pas vous parler de visserie, d'électricité, d'outils de placo ou de tout ça. Globalement, dans ma philosophie, ça ne me sert que rarement. Alors ça ne doit surtout pas m'encombrer dans le cœur de l'atelier. C'est typiquement... Vous n'allez pas me voir avec une pince pour les chevilles moïdes dans mon établi, ça rimerait à rien. En termes de stockage, ici de ce côté-là, vous m'avez vu dans un certain nombre de vidéos, au moins une fois, j'ai tous mes panneaux qui sont stockés ici. Ça me convient, c'est pratique, hein, mais en même temps, j'ai d'autres projets pour cet espace. Du coup, je réfléchis à des solutions. Je peux vous le dire, hein, je rêve de m'installer une petite forge dans cet espace ici. Mais ça, on en reparlera dans quelques années. Je pense qu'on a fait le tour ici. L'escalier que vous avez vu est à mi-chemin entre l'échelle de meunier et l'escalier balancé avec un plateau. Enfin, bref, j'ai fait un espèce de mixte. Je ne vous en ai pas parlé en vidéo tout simplement parce que je voulais aller très très vite pour le réaliser. La gestion des chutes dans l'atelier, je la gère à 2 niveaux. Il y a le bois, ça peut encore servir. J'en ai un peu partout ici, vous allez voir, on en reparle dans un instant, c'est pas optimal. Et puis, il y a la séquence d'intro où vous m'avez vu allumer le feu. Et là, on est sur une autre gestion des chutes. Le feu, c'est très bien, mais moi, je bosse en haut, le feu est en bas. Je ne me voyais pas descendre avec des brassées de bois sans cesse. Donc, j'ai piqué une très bonne idée de l'ami Olivier. J'ai fait ici un trou dans le plancher dans lequel je peux jeter toutes mes chutes. Ce qui fait que la caisse que vous me voyez trimballer depuis des mois dans l'atelier, elle ne sert plus forcément que pour le stockage des petits bouts, elle va servir pour stocker tout ce qui est chute de délignage. Ici un madrier de... Enfin, bref,
tout ce qui va passer au feu parce qu'il y a des trop gros défauts va être stocké dedans avant de passer tout simplement sur la scie à ruban. Moi sur la scie à ruban j'ai mon format ici, je sais que ce qui dépasse de la table c'est très bien. Une partie va descendre à la maison pour le chauffage et les petites chutes, les petits bouts 10, 15 cm vont rester dans le silo. L'atelier est chaud, l'atelier est rangé, je pense qu'il est grand temps de commencer la visite. Mais j'ai envie que cette visite elle soit en même temps pédagogique, que vous puissiez vous inspirer de mon atelier pour améliorer le vôtre. Du coup, j'ai envie de vous expliquer mes choix. Alors, je vous l'ai dit en intro, ici on est dans le cœur de l'atelier. Je conçois les ateliers de telle sorte que l'organisation elle est étoilée, c'est-à-dire l'endroit où je reviens pour tracer, l'endroit où je viens faire les petits ajustements. Après je vais partir à une machine, je vais partir à une autre machine et donc je vais faire sans cesse des allers-retours. Dans ce cœur de l'atelier, j'ai tout ce qui est important, mais j'ai envie de vous expliquer mes choix. C'est-à-dire, il y a bien sûr un choix qui est inspiré de la philosophie nippone, il me semble, le 5S, c'est-à-dire plus un objet est utilisé fréquemment, plus il est proche du cœur de l'atelier et inversement. Mais en même temps, je suis très très loin de cette rigueur. Il suffit pour cela de se tourner vers le mur French Clip qui est derrière avec mes outils à main. Et sur ce mur French Clip, il y a des outils que je me suis payé uniquement pour le plaisir et que je ne vais pas utiliser tous les jours, ni même toutes les semaines. Donc en théorie, il ne devrait pas être là. Mais quelque part, c'est une catégorie d'outils que j'ai choisi de faire rentrer ici dans ce cœur de l'atelier. Et donc, c'est un mixte entre la fréquence et les catégories qui m'ont fait m'organiser. Ceci étant dit, commençons par les grands choix. J'ai 1, 2 et 3 machines si on regarde la perceuse à colonne. Pourquoi c'est ces 3 machines que j'ai fait rentrer? Alors, la scie à ruban, j'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo. Pour moi, la scie à ruban, c'est une machine qui est à mi-chemin entre une machine et un outil à main. C'est-à-dire on peut très bien, comme avec une scie égoïne, tracer un assemblage par tenon et le découper en suivant le trait. Les autres machines ne font pas ça. On pointe la machine, on met le guide et on découpe. Ici, on est sur une machine qui va donc avoir une extrême flexibilité pour être capable de reprendre une petite coupe, de faire une courbe. Elle est démarrée, je ne vous mens pas, 10 fois par jour lorsque je travaille à l'atelier. De même que celle qui est en face et qui est complètement complémentaire. C'est-à-dire ici, on est sur la scie radiale. La scie radiale, elle va tronçonner. La scie à ruban qui est juste là, elle va me permettre de redéligner, elle va me permettre de refendre même pour obtenir un bois plus fin. Tandis qu'ici, j'ai mes bois et je vais les mettre à longueur, je vais tronçonner. Alors, autant vous dire que cet espace-là n'est absolument pas organisé pour le moment. La scie radiale, elle est trop haute, elle va prochainement venir dans un meuble qui va être à fleurs, et elle va également, le meuble va également inclure un espace pour l'aspirateur. L'aspirateur, il sera un petit peu, vous savez, dans les cuisines, on ne sait jamais ce qu'on fait du meuble dans les coins. Ici, dans le coin, je vais avoir mon aspirateur. Tout simplement parce que je n'ai pas besoin d'y avoir accès tous les jours à l'aspirateur. Une fois que je lui ai mis un sac nouveau, la machine, elle démarre sans que j'ai besoin d'intervenir sur l'aspirateur. Et donc, dans ce coin-là, j'aurai l'aspirateur qui va également me permettre de venir travailler sur une défonceuse sous table qui va venir à cet endroit-là. On est dans ce coin-là, je reste dans ce coin-là, j'avais dit que je vous parlais de la perceuse à colonne, je ne vais pas oublier. On a ici quelque chose qui me fait très plaisir et que je n'avais jamais pu installer à demeure dans mes autres ateliers, c'est mon gabarit multi-assemblage. Ici, on est sur un gabarit de défonceuse. Là, c'est mon insert pour les enfourchements, mais avec d'autres inserts, on fait des assemblages à queue d'aronde, on fait des tenons. C'est un montage qui permet de faire
tout un tas de petits assemblages à la défonceuse extrêmement rapidement. Donc le fait qu'il soit juste à côté de l'établi, c'est extrêmement pratique. Au passage, les plans de ce gabarit sont disponibles. Je vous mets une petite fiche là-haut. Il suffit de les télécharger sur mon site. Je traverse le cœur de l'atelier et je vais vous dire 2 mots de la perceuse à colonne. Alors cette perceuse à colonne, c'est pareil. Je vous remets une petite fiche infobulle. Si vous cherchez, j'en avais fait une présentation il y a quelques années sur la chaîne. J'aime beaucoup cette machine qui a comme particularité d'avoir le moteur qui monte et qui baisse, contrairement aux autres machines où c'est le plateau qui monte et qui baisse. Et ça me permet éventuellement de facilement venir mettre une servante ou des choses comme ça à ce niveau-là. Ensuite, pourquoi est-ce que la perceuse à colonne est montée à l'envers? C'est-à-dire je ne me sers pas du socle qui est derrière, tout simplement parce que le socle la maintient, d'où l'importance d'avoir un plan de travail qui soit solide. Et ici, je me retrouve en porte-à-faux. Je vais donc pouvoir percer un bois qui va venir dépasser ici, à gauche, à droite. Je vais venir pouvoir le fixer à la verticale et venir percer un bois qui va venir donc à peu près sur 1m30, 1m40 si je veux percer un bois à son extrémité, c'est possible. Merci au forum Métabricoleur qui m'avait donné cette inspiration pour l'organisation de la perceuse dans ce sens-là. C'est extrêmement intéressant. Je peux peut-être vous parler un petit peu du meuble de rangement ici. Là, je vais avoir tout ce qui va toucher à l'affûtage, c'est-à-dire autant je vais avoir mes petites limes d'affûtage pour les scies, je vais avoir mes guides si je veux affûter, même si j'affûte la plupart du temps à main levée, ma pince à avoyer, mes pierres, j'ai testé au cours de ces 20 dernières années, je suis parti de la pierre à huile, j'ai de la pierre belge, de la pierre japonaise, on va dire relativement bas de gamme, des beaucoup plus haut de gamme ici, enfin bref, tout mon matériel d'affûtage qui se retrouve à portée de main avec l'évier parce que je n'affûte maintenant plus que à l'eau. Donc ça, c'est un coin qui est extrêmement important. Je peux d'ores et déjà vous faire un petit retour sur ce plan de travail que vous avez vu sortir en vidéo il y a 2 mois peut-être. Je suis très content qu'il soit noir parce qu'il suffit de voir les taches qui se mettent un peu partout à côté pour savoir que l'affûtage, dès qu'on affûte, on a les doigts noirs et le bois devient noir. Par contre, le noir, ça accumule la poussière et j'ai beau avoir passé un petit coup de chiffon avant la visite, c'est pas parfait. Donc, c'est pas une solution parfaite. Par contre, en termes d'organisation ici, et pour la première fois, on va présenter un peu des choses qui à la fois servent pour la vidéo, mais en même temps pour l'organisation, le fait d'avoir de la lumière à gauche et à droite. Alors ça, je le tire parce que ça permet de ne pas être trop à contre-jour au niveau de la vidéo. Le fait d'avoir de la lumière qui ne soit pas de la lumière descendante, mais qui vienne sur les côtés pour l'affûtage, je trouve ça extrêmement pratique. Caché là-dessous, vous avez un tormec. Vous avez ensuite des tiroirs qui sont, j'ai envie de dire, organisés par fréquence d'utilisation. Vous m'avez vu avec mes boîtes de vis, mon matériel de défonceuse, abrasif, tous les outils mécaniques qui me servent pas souvent, et quelque chose qui me sert pas si souvent que ça, ce sont tous les guides qui vont avec le tormec. Au passage, je vous fais un petit retour. Pourquoi est-ce que j'ai mis la préhension des tiroirs sur le haut alors que ça attrape la poussière? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'aller attraper le dernier tiroir au ras du sol et que je trouve ça plus esthétique comme ça. Comment est-ce que j'aurais fait au niveau des portes? J'aurais dû refaire quelque chose de vertical alors que là j'ai quelque chose qui file à l'horizontale. On est dans les histoires de goût et donc pas forcément très important. Je bascule ici. L'organisation gauche-droite,
je vous en ai parlé très récemment, je le refais dans cette vidéo dédiée. Ce meuble ici, c'est un meuble de rangement voué à évoluer. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que je prends la boîte, j'accroche l'accessoire et alors que je vais couper dans un instant sur l'établi, la boîte est en bazar ici et cet espace, en fait, c'est une desserte. C'est une desserte pour les outils dont je vais avoir besoin très fréquemment. Je suis sur un projet, je vais me servir 10 fois de la scie circulaire. Si la scie circulaire elle est sur l'établi, eh ben, elle m'encombre et elle va pouvoir être là alors que moi je suis 1 mètre à côté en train de travailler dans un endroit qui est organisé. Donc un espace qui pourrait être presque un peu plus étroit juste à côté de l'établi, c'est extrêmement pratique. Ça me permet de ranger des outils qui n'ont pas encore trop de rangement. Je commence à voir évoluer les choses. Il va y avoir des petits tiroirs fins pour des éléments qui sont un peu en pagaille, bloc-notes ou des choses comme ça qui vont venir ici. Donc je vous avais dit que ce meuble serait évolutif en termes d'ergonomie. Ça commence déjà à avancer. Alors je ne vous représente pas mon établi, il est ici. J'en avais déjà fait une vidéo de présentation. Son organisation n'a pas beaucoup changé. Tiens, pareil, je vous mets une petite info pour ceux qui veulent redécouvrir la playlist sur la fabrication de cet établi. Mais regardez ici, le premier tiroir, qu'est-ce que j'ai dans le premier tiroir? Mes équerres, mes tranchées, mes compas, pieds à coulisses, tout ce qui est crayon, mètre. Bref, c'est de l'outil que j'utilise cette fois-ci 20 fois par jour. C'est juste à portée de main. De l'autre côté, un tiroir presque vide, mais également pour des outils que je vais utiliser très souvent, tout ce qui est valet d'établi. Voilà pour le tour de ce cœur de l'atelier. Je ne vous reparle pas du mur de French Clit, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, encore une info à aller découvrir. On est vraiment sur un espace où, si je n'avais eu que cet espace d'atelier là, on va dire 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, je me serais organisé plus ou moins de la même manière, sauf à faire rentrer une dégo qui aurait sûrement pris sur l'espace vide ici. Je pense qu'on a fait le tour du cœur de l'atelier. Je me déplace avec le chariot, ça me permet de parler de la mobilité. C'est-à-dire, on a parlé également de cet espace vide ici. Il ne faut pas oublier que cet espace vide, c'est l'espace qui va nous permettre de nous déplacer. Si on a toutes nos machines et qu'on est dans un petit couloir, comment est-ce qu'on va se déplacer avec, même si ici c'est des chutes, elles symbolisent très très bien les piles de bois que l'on va pouvoir avoir pour aller d'une machine à une autre. Alors justement, la machine que je vais utiliser quasiment le plus souvent et qui sera la première que je vais placer, c'est la scie toupie. C'est une machine combinée parce que dans un atelier comme le mien, si j'avais dû avoir la scie et la toupie, globalement ça prend 2 fois plus de place parce que ce sont des machines qui vont avoir le même encombrement. Que ce soit dans le sens de la longueur, on est en profilage, que ce soit dans le sens ici, j'ai envie de dire largeur, en tronçonnage ou en toupillage, on va avoir 2 machines qui vont avoir le même espace d'utilisation. Et si j'avais dû en mettre l'une à côté de l'autre, alors certes, j'aurais gagné en ergonomie, mais en même temps, j'aurais perdu énormément en place. Et dans cet espace ici, de la même manière que pour le reste, j'ai disposé les machines en fonction de la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire, ici, à votre droite, là, de ce côté-ci, on a la Dego Rabot, une belle bête, qui a un certain encombrement, mais elle va servir au début du projet et après elle va moins servir. Donc elle est un petit peu plus loin. J'aurais très bien pu la mettre sur ce pan de mur ici, mais quelque part en termes d'aller et retour, c'était moins cohérent. Ici, de ce côté-ci, on a la mortaiseuse, je vous en ai parlé. Au final, des mortaises dans un projet de menuiserie, je me retrouve à en faire, ça dure 1 heure, 2 heures maximum sur tout un projet. Donc c'est quelque chose qui va être fait relativement rarement. Au passage, on voit ici que ça fait pas mal de copeaux la mortaiseuse et que pour le moment elle est connectée à aucun réseau d'aspiration. Au passage, cette mortaiseuse, je la trouve juste
fabuleuse. Je me l'étais trouvé d'occasion il y a pas mal de temps. Je vous mets une petite fiche en infolien. Il y avait une description, une très vieille vidéo sur la chaîne. Vous allez voir, j'ai pris quelques cheveux blancs. Je vous parlais des copeaux, non pas que je fais des coques à l'âne, mais que je vais passer au réseau d'aspiration. Ici, il me manque toute une branche du réseau d'aspiration. Cette remontée qui est ici, elle est dans la droite ligne de la partie que vous avez vue tout à l'heure qui passait à travers le mur. En intermédiaire juste avant, je vous invite à venir faire le tour de la scie toupie. On a une autre remontée qui est sur la même artère. Donc à ce niveau-là, en termes d'aspiration, on a quelque chose qui est beaucoup plus complexe. J'ai une remontée, un premier Y qui me permet d'avoir une descente ici en ouvert vers l'aspiration basse de la scie. Le deuxième ici, je vais avoir une aspiration haute de la scie. Donc globalement, je vais travailler ici en ouverture quand je suis sur la scie. Et ici, ce Y, un brin en 80 qui me fait l'aspiration basse de la toupie. Et à l'extrémité, un brin en 120 qui va me faire l'aspiration haute de la toupie. Donc ça, Dego et ici, scie toupie, c'est la partie aspiration que vous avez vu qui est passée à travers le mur. Et si on va dans cette direction ici, on retrouve la grosse artère qui est une artère qui vient compléter la scie à ruban. Alors sur ce modèle de scie à ruban, j'ai deux sorties en diamètre 120. Une n'est toujours pas connectée. Il faut que je finisse le réseau qui va remonter ici en attente avec, je l'espère, à moyen terme, un retour d'aspiration qui va me permettre d'aller sur la radiale ou sur la défonceuse sous table. Je ne sais toujours pas de ce point de vue là-bas si je pars sur de l'aspiration du petit aspirateur ou du gros aspirateur. Je retourne sur les machines pour vous parler de l'organisation et du placement des machines. J'ai envie de dire, quand on est à la place d'un bois qui va rentrer dans l'atelier. Je vais prendre une chute. Ici, on est sur un madrier qui fait 2,50 m, qui est en fait le cœur d'un plateau. À l'origine, j'avais décidé d'utiliser la radiale qui est là-bas comme machine pour tronçonner mes plateaux et les mettre aux bonnes dimensions. Mais je me suis rendu compte qu'au final, j'arrive, je viens de dehors, j'ai cette table-là qui peut venir jusqu'au rebord et c'est bien plus simple de faire ce tronçonnage justement avec la tronçonneuse. La tronçonneuse qui me sert pour le bois de chauffage me sert également pour faire un pré-débit sur les gros plateaux. Et ce qui fait que j'ai récupéré cet espace-là et ramené la scie radiale vers le cœur de l'atelier comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Une fois que j'ai un bois qui ici mesure 2,50 m, qui est coupé à longueur, la deuxième étape, c'est le débit. 2,50 m, c'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple-là. Ça correspond à la capacité du chariot et j'ai donc bien sûr 2,50 m avant la lame et après la lame. Donc dans ce sens-là, aucun souci. Une fois qu'il est débité, je n'ai pas à aller bien loin et là on revient sur la mobilité. Je vais pouvoir passer sur la Dego. Donc là les 2,50 m, j'ai de la marge. Je peux aller à 3,50 m même. Et de l'autre côté, également sans aucune difficulté. En mode rabotage, on est globalement sur les mêmes dimensions, on a besoin d'un petit peu plus de marge. Donc ici j'ai quelque chose qui est très cohérent. Là où ça se complique un petit peu dans ma configuration, c'est quand on va être en mode tronçonnage. Alors je vais retirer le chariot. En mode tronçonnage, je vais venir ici et vous voyez le 2,50 m. Le 2,50 m il passe bien, mais je suis à la limite à ce niveau-là. C'est l'inconvénient de ce dispositif de pont qui monte et qui baisse, mais qui ne va pas complètement être escamotable, contrairement au système qui est adapté ici et qui vient basculer. Donc, en tronçonnage, j'ai un léger décalage entre les machines. Voilà, ici on se rend bien compte que j'ai aucun problème pour tronçonner même jusque 2,80 m de large, mais pas
sur une grande largeur à cause de ce dispositif. Au passage, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez réussir à me suivre, ici au niveau de mon pied, que j'ai fait le choix, afin que le bois que je suis en train de tronçonner puisse aller au-dessus des tables de la scie, j'ai fait le choix de très légèrement remonter la scie toupie afin de gagner cette place ici. Donc j'ai joué sur les plans horizontaux pour récupérer un petit peu de polyvalence et de capacité. Donc en termes de tronçonnage, 2,80 m, 2,50 m, on va dire 2,60 m, je ne sais plus, je vais prendre un mètre. J'ai plus la mesure en tête. Ici, j'ai 2,30 m. Si je dois passer devant la dégo, donc ça réduit un petit peu. J'ai la possibilité de relever les tables et d'obtenir mes 2,80 m, mais ça fait une manip supplémentaire. Autre point qui est légèrement limitant, j'ai envie de dire, on va rester en mode tronçonnage. Si je viens avec mon plateau de 4 mètres et que je veux couper 1,40 m à gauche et 1,40 m à droite, à ce niveau-là, vous imaginez bien que si j'avance, je vais venir embuter à ce niveau-là. Alors, dans mon cas, je vais venir d'abord embuter sur le mur, après embuter sur la potence. Quoi qu'il en soit, ici, si je veux recouper un panneau de contreplaqué, avec cette machine, je suis limité à 98 cm. C'est en même temps un avantage d'avoir la potence et le système d'aspiration. Sur mon ancienne machine, je n'avais que l'aspiration et j'avais bricolé la potence. Ça m'avait permis de repousser les limites. On va dire avantages et inconvénients des différents éléments. Quoi qu'il en soit, en tronçonnage ici, j'ai une capacité qui est de 55 cm. Je pourrais très facilement déplacer un peu et gagner, on va dire 5 cm pour obtenir 60, correspondant à une largeur standard de caisson. Mais je fais assez peu de panneaux, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pour chaque machine, j'ai envie de vous décliner ou de vous sous-décliner, parce que c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, ce grand principe qui est tout à portée de main, que je vous explique un petit peu depuis le départ. J'ai essayé pour chaque élément, pour chaque machine, de le remettre en place. Alors, commençons ici. J'ai par exemple là, à portée de main, mes différents poussoirs. Un avec un talon à l'arrière, un autre que j'affectionne beaucoup, surtout à la toupie, ou même pour déligner des petites baguettes, qui va être avec un talon latéral. Ici, toujours à portée de main, le chariot de coupe qui va me permettre de travailler avec des toutes petites pièces. Une fois de plus, il y a déjà une vidéo, je vous mets un lien ici. Je crois que ça va créer une playlist au final, cette vidéo visite de l'atelier. Donc, je me retrouve avec les éléments qui me servent régulièrement. Je veux absolument les avoir à portée de main. Cependant, il y a un gros cependant. Je vous emmène dans le bric-à-brac qui est derrière. Il y a encore beaucoup de choses à aménager. De même que tout à l'heure, je vous parlais de l'aménagement autour de la scie radiale. Regardez ici, j'ai guide de toupie, des lames supplémentaires, les presseurs du guide de toupie, le guide de tenonnage, la boîte du rotoprofil, différents outils. J'en ai vraiment un gros paquet. Ils sont bien placés, ces outils. Ils sont à proximité de la machine, ils sont à proximité, on est quasiment que sur des accessoires de toupie. Ils sont bien placés, mais en même temps ici on comprend bien que j'ai nécessité de faire un meuble qui va venir englober tout ça et me permettre de ranger tout ça. Un meuble qui devra prendre en compte à la fois les sorties d'aspiration, à la fois la bascule de l'entraîneur qui vient par ici, et si possible un meuble qui va finir au niveau de la machine, ce qui moi me permettra le jour où par exemple je déligne de très grandes pièces, d'avoir un support. Je pense que ce meuble sera avec une partie basse et une partie haute. Alors j'aime beaucoup la caisse de mon ami Philippe qui avait servi pour mon tour à bois de la Réunion.
Donc ici, je pense que je vais avoir à réorganiser un petit peu ce meuble. J'aimerais bien faire les deux de manière un peu plus homogène. Et je pense que ce qui illustre le mieux tout à portée de main, c'est ce petit caisson, tout bête, que j'ai ajouté à ce niveau-là. C'est un caisson qui va me permettre une fois de plus de trouver un poussoir, qui va me permettre de trouver un pied à coulisse pour vérifier une mesure ou un mètre. C'est les clés de service pour changer la lame ou pour installer un outil de toupie. Le presseur horizontal lorsque je vais faire du toupillage. Un couteau diviseur qui va venir, par exemple, ne pas dépasser, porter la tête. Et puis, dernier petit accessoire que j'ai envie de vous présenter, en même temps, c'est rendre hommage à l'un de mes élèves qui m'a donné l'idée, même s'il s'est trompé dans les dimensions. Rendre hommage à Arnaud qui tient la caméra parce que c'est lui qui m'a imprimé ça. On a toujours besoin de fixer des accessoires sur nos chariots. Et ben ici, c'est simplement un petit élément en impression 3D qui a pris la dimension de la rainure du chariot et qui me permet d'utiliser un serre-joint. Alors ça peut être un serre-joint ici, c'est ce type MFT Festool. Ça peut être les serre-joints micro-jig avec la forme en queue d'aronde. On se retrouve du coup avec cette petite extension, on va dire, à être capable de fixer à peu près tout et n'importe quoi. Voilà pour ce principe de tout à portée de main. On le retrouve ici, hein, les accessoires pour changer une plaquette, du produit pour faire glisser la table, un poussoir s'il faut. J'essaye de décliner ceci au niveau de chaque machine. J'ai un énorme sourire, on m'en parle souvent de mon sourire dans les vidéos. Ça fait 1 an que je bosse comme un fou autour de cet atelier, autour de différents trucs. J'essaye de mener mes différentes barques. Et là, aujourd'hui, c'est un énorme kiff, je ne peux pas dire mieux, que de venir et de faire de la menuiserie. Ce matin, je suis arrivé, il faisait 12 degrés, on a allumé le feu en l'espace d'une heure. On a pris 4 degrés, on est monté quasiment à 20. Donc pour un ancien gars de la Réunion, être au chaud pour travailler, c'est hyper agréable, c'est lumineux, les espaces sont mis en place. Bref, je ne regrette pas d'avoir passé tant d'années à rêver de cet atelier, je ne regrette pas d'avoir passé tant d'heures cette année à le construire. Pour autant, il y a encore quelques petits bugs et j'ai envie de dire c'est la suite de cette vidéo. Il y a 2 choses dont je vais encore vous parler, c'est tous les projets. Là, typiquement, le stockage de mes panneaux, ça ne me convient pas. Et en même temps, vous voyez la grue ici derrière, l'autre appareil photo. Il y a toute la partie vidéo et j'ai un petit peu envie de vous expliquer également comment ça a eu une incidence sur cet atelier. Alors, venez par ici. J'ai voulu garder avec moi mes stocks de panneaux et en discutant à l'instant, je me rends compte que finalement, ce n'est pas une bonne idée. J'ai des panneaux dans tous les sens. J'ai des trucs qui se mélangent. Je partais du principe que si je les ai sous les yeux, je vais penser à les réutiliser dans un projet ou dans un autre truc. Mais au final, je ne les ai pas vraiment sous les yeux et j'oublie toujours la petite chute qui est planquée derrière. Ce qui fait que je vais aller taper à un autre endroit. Donc, tel que c'est rangé là, ça ne me convient pas. Et à mon avis, ce n'est pas sa place. Les panneaux, ils vont descendre au sous-sol parce que je ne travaille pas assez régulièrement les panneaux. Une autre partie du stock, au même titre que les panneaux, c'est toutes les chutes de bois massif. J'ai fait un énorme tri avant de vous faire cette vidéo et pour autant, il y en reste beaucoup. C'est pas facile à trier, ça s'organise dans un endroit où vous voyez, j'avais mis de nombreuses prises parce que j'avais imaginé cet espace comme un espace plutôt dédié à l'électroportatif. C'est en train de complètement changer. Donc voilà, par rapport au chantier dont je vous parlais, la gestion des chutes va en faire partie. Je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai envie de quelque chose qui me prenne peu de place. Vous avez maintenant une idée globale de l'atelier. J'ai envie de quelque chose qui me permette en même temps de retrouver le bois dont j'ai besoin et en même temps me prenne peu de place. Donc, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Par rapport au projet, je fais un peu de place ici. J'étais parti sur ce projet il y a 6 mois quand les machines sont arrivées, tout simplement parce que j'avais rien, j'avais pas encore les fenêtres, il y avait du bazar partout, il y avait une partie des outils qui n'étaient pas encore rentrés, donc j'avais besoin de mobilité, j'avais besoin de mettre des serre-joints. Au final, j'ai commencé à en mettre sur le mur,
J'aime beaucoup l'idée d'un rack qui soit mobile parce que quand je vais faire un collage à l'établi, prendre les serre-joints et les emmener, c'est pratique. En même temps, il y en a toute une partie qui pourrait très bien rester en fixe, qui sont des gros serre-joints qui ne vont pas servir très souvent. Typiquement, par exemple, ceux-là avec une forte saillie sont des serre-joints que je vais utiliser tous les 6 mois, on va dire, quand j'ai besoin d'exercer une force au milieu d'un panneau, par exemple. Alors que ceux-ci, je m'en sers, je ne sais pas, là, ces serre-joints à une main depuis que je les ai découverts, certes pas très puissants, mais je m'en sers quotidiennement. Donc autant ceux-ci, ils vont avoir besoin de la mobilité, autant les plus lourds, je pense qu'ils vont venir et s'accrocher. Donc parmi les projets, je pense que je vais réduire, redimensionner ce rack à serre-joint. Et ça aura pour objectif, et je vais dégager la place, de vous annoncer l'arrivée d'une machine dans l'atelier. Je vais mettre en place ici un tour à bois. J'ai une fenêtre qui est au nord, donc normalement en termes de lumière ça va être extrêmement agréable. Un joli tour qui devrait me permettre normalement de sortir de jolies pièces et qui va prendre une partie de la place ici. Donc par rapport à la gestion des chutes, je peux difficilement m'étaler outre mesure. Donc voilà pour les projets, stock de panneaux, stock de chutes. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du meuble, de la scie radiale. Là, depuis quelques temps, je vous parle du stock de bois. Je ne vous ai pas du tout montré où était mon stock de bois massif. Il est ici derrière, pas derrière la fenêtre, mais il est ici juste en bas. J'ai mon stock de châtaigniers dans un local qui servait avant à stocker du bois de chauffage. C'est ventilé, c'est à l'abri de la pluie, je pense que c'est parfait. Ça, pour le coup, à part un rack qui serait un peu plus performant, ça va rester comme ça. J'ai déjà été très long, mais j'ai envie de vous montrer une dernière petite chose avant de basculer sur l'organisation des prises de vue et toute la partie, on va dire, image. Vous pouvez voir que j'ai mis des prises absolument partout dans cet atelier et j'en ai même mis ici dans la cage d'escalier, tout simplement parce que ça me permet toutes ces boîtes, tous ces coffrets de charge, de les mettre en même temps loin des yeux, mais à portée de main, afin de charger. Et je pense qu'on complétera au fur et à mesure. Depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de la mobilité dans l'atelier. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'elle est doublement importante, cette mobilité, à partir du moment où on cherche à faire de la vidéo. Regardez, ici, on est dans le cœur de l'atelier, mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Arnaud, qui lui me suit avec une focale un peu plus longue. On trouve la grue, qui parfois va être sur l'autre objectif. On trouve un Projo. Et dès que l'on va vouloir circuler, dès que je vais vouloir passer quelque part d'un poste à l'autre, c'est tout ce matériel qui va devoir me suivre et c'est également pour gérer ce flux de matériel vidéo que l'on a essayé d'organiser l'atelier de cette manière. Alors je reprends ma place, j'arrête de bouger et pour vous parler d'une dernière chose, c'est l'éclairage. J'en ai parlé, vous m'avez vu installer les panneaux LED, ceux qui ont suivi toute la fabrication. J'ai mis de nombreux panneaux LED, il y en a je crois 7 au total, des longs au-dessus de moi. Il y en a 4 en face qui sont inclinés à 45 qui me permettent de couper les ombres sur les côtés. Il y en a 8 au plafond, il y en a 2 sur la mezzanine. Ça fait beaucoup de lumière. C'est très confortable pour la partie menuiserie. On voit son tranché, même quand on a 47 ans et qu'on commence à avoir un petit peu moins de près. Mais pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant? Bien sûr, c'est intéressant parce que l'œil d'une caméra n'est pas aussi bon que le nôtre, il va moins faire les contrastes et on a besoin de, j'ai envie de dire, beaucoup plus réutiliser. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui on est sur une journée extrêmement ensoleillée, le ciel est parfaitement bleu, mais pour autant, sur les fenêtres que vous avez derrière, elles sont surexposées, mais elles ne sont pas complètement surexposées, on arrive à garder de la matière et ça je ne peux le faire que si j'éclaire suffisamment à l'intérieur. Je pense que ça sera le mot de la fin. Je vais vous faire une playlist avec tous les items, toutes les vidéos qui ont été rencontrées dans cette vidéo. Je vous mets tout ça en description. Je vous attends nombreux dans les commentaires parce que
j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'idées pour tout ce qui est rangement des chutes. Si vous avez vu passer des vidéos formidables, si vous avez vu passer des astuces, si je cherche des idées, je veux que ça prenne peu de place, je veux que ça soit ergonomique, que je retrouve mes bouts de bois. Bref, si vous pouvez m'aider, ça m'arrange. Et puis nous, on se retrouve avec un certain nombre de projets de scie radiale, de rangement, de portes ici. Je veux me faire des très belles portes. Il y aura 2-3 éléments qui vont encore évoluer dans les semaines à venir au niveau de cet atelier. Donc, n'oubliez pas, vous connaissez la petite ritournelle, on s'abonne, on active la cloche. Ça m'aide beaucoup. Allez, passez une bonne semaine.